Bismillah. Dans un coin reculé de l'Irlande se trouve un hameau minuscule, Crichton. Il est seul, à la base d'une colline peu élevée, tout autour et très loin à la ronde. C'est un pays désert, parfaitement inhospitalier. Ici et là, à de larges intervalles, il arrive que l'on tombe sur les ruines de quelques maisons, depuis longtemps abandonnées, ayant perdu son charme délabré. Le pays est entièrement nu et dépeuplé. Il abonde en rochers qui surgissent du sol en crêtes onduleuses et qui ne sont recouverts d'une couche de terre d'ailleurs fort légère que par endroits. Malgré son aspect désolé, c'est pourtant ce pays que nous avions choisi, mon ami Tennyson et moi, pour y passer nos vacances. Tennyson l'avait découvert l'année précédente, au hasard d'une longue randonnée à pied. Il avait reconnu les possibilité qu'il offre aux pêcheurs à la ligne dans une petite rivière sans nom qui baigne les abords de ce modeste village. Je viens de dire que la rivière n'a pas de nom. Je puis ajouter que sur aucune des cartes que j'ai jusqu'à présent consultées n'apparaissent le village ni le cours d'eau. Il semble avoir complètement échappé aux recherches des auteurs de guides. À les en croire, ils n'ont peut-être jamais existé. Cela est sans doute partiellement imputable au fait que la gare la plus proche, Ardrahan, est distante d'environ 60 kilomètres. Nous sommes arrivés à Crichton, mon ami et moi, au début d'une chaude matinée. Nous étions descendus du train à Ardrahan la veille au soir. Nous avions dormi dans des chambres louées au bureau de poste du village et nous étions partis de bonne heure le lendemain, cramponnés, cahotés, au péril de notre vie, dans l'une de ces typiques carrioles irlandaises à deux roues. Il nous fallut toute la journée pour faire le trajet sur l'une des pistes les plus raboteuses qu'on puisse imaginer. Le résultat, c'est que nous sommes arrivés recrus de fatigue et de fort méchante humeur. Cependant, il fallait encore dresser la tente, ranger nos affaires, avant de songer à nous restaurer ou à nous reposer. Nous nous sommes donc mis à l'œuvre, avec l'aide de celui que nous avait conduit. La tente ne tarda pas à être plantée sur un petit terrain à la sortie du hameau, tout près de la rivière. Après avoir tout mis en ordre, nous avons libéré notre homme en lui demandant de revenir 15 jours plus tard. Nous avions assez de provisions pour tenir jusque-là. En ce qui concernait l'eau, il y avait la rivière, pas besoin de combustible. Nous nous étions munis d'un petit réchaud à pétrole. D'autre part, le temps était beau et chaud. Cela avait été l'idée de Tennyson de camper plutôt que de loger chez l'habitant. D'après lui, cela n'aurait rien eu de drôle de dormir dans une chambre flanquée d'un côté par celle d'une famille nombreuse d'Irlandais bien portants, de l'autre par une étable à port, d'avoir au-dessus de la tête une colonie de poules plus ou moins déplumées qui vous gratifient, sans faire de jaloux de leurs cadeaux, d'éternuer à rendre l'âme en entrant dans ces pièces enfumées par la tourbe. Tennyson avait allumé le fourneau. Il faisait frire dans la poêle des tranches de bacon. Je pris la bouilloire pour aller chercher de l'eau à la rivière. En allant, je croisai un groupe de villageois qui me dévisagèrent avec curiosité, mais sans hostilité. Cependant, aucun d'eux ne m'adressa la parole. Quand je revins, ma bouilloire pleine, je leur fis un signe de tête amical auquel ils répondirent de même, et je les interrogeai sur la pêche. Au lieu de répondre, ils me regardèrent en hochant la tête. Je répétai ma question en m'adressant plus particulièrement à un grand garçon maigre qui se trouvait près de moi. De nouveau, aucune réponse. L'homme se tourna alors vers un camarade et dit très vite quelque chose dans une langue que je ne comprenais pas. Immédiatement, tout le groupe se mit à jacasser dans ce que je devinais au bout d'un instant être du pur irlandais. Ils lançaient en même temps des regards dans ma direction. Ils parlèrent ainsi entre eux pendant peut-être une minute, puis l'homme à qui je m'étais adressé se tourna vers moi et dit quelque chose. Par l'expression de sa physionomie, je compris qu'il me posait à son tour une question. Ce fut à moi de secouer la tête pour lui signifier que je ne comprenais pas.
Nous étions là à nous regarder quand j'ai entendu Tennyson me crier de me dépêcher d'apporter la bouilloire. Si bien qu'après avoir répondu par un sourire et un signe de tête, je plantais là ces gens qui me souriaient en hochant la tête, mais dont les visages trahissaient la perplexité. Je me disais, en regagnant la tente, que les habitants des quelques cabanes dispersées dans cette solitude ne savaient pas un mot d'anglais. Quand j'en fis part à Tennyson, il me répondit qu'il le savait. Bien plus, c'était fréquent dans cette région. Des gens passent souvent toute une vie dans leur hameau perdu sans jamais entrer en contact avec le monde extérieur. Je pense que nous aurions dû demander à notre voiturier de nous servir d'interprète avant de repartir, lui dis-je alors que nous nous installions pour prendre notre repas. Cela paraît si bizarre aux habitants de ce village de ne même pas savoir ce que nous sommes venus y faire. Tennyson marmonna quelques mots d'assentiment et resta un moment silencieux. Ensuite, ayant plus ou moins satisfait notre appétit, nous nous sommes mis à parler, à faire des projets pour le lendemain. Nous avons fumé un moment, puis nous avons laissé tomber le rabat de notre tente et nous nous sommes préparés à nous mettre au lit. Je suppose que ces gars qui sont dehors ne risquent pas de nous prendre quelque chose, demandai-je au moment où nous nous enroulions dans nos couvertures. Tennyson répondit qu'il ne le croyait pas non plus, du moins tant que nous étions présents, et puis, expliqua-t-il, nous pouvions tout enfermer, à l'exception de la tente, dans la grande malle que nous avions emportée pour y ranger nos provisions. Je dis que j'étais d'accord et nous n'avons pas tardé à nous endormir. Le lendemain, nous nous sommes levés tôt pour aller prendre un bain dans la rivière. Nous nous sommes habillés, nous avons déjeuné, nous avons déballé notre attirail de pêche que nous avons soigneusement révisé. À ce moment, nous avions presque achevé notre repas. Nous avons tout mis en sûreté dans la tente et nous sommes partis en nous promenant dans la direction explorée par mon ami au cours de sa première visite. Nous avons pêché avec bonheur en remontant continuellement le courant. Le soir, nous avions rempli l'un des plus beaux paniers de poissons qu'il m'eût été donné de voir depuis bien longtemps. Nous sommes rentrés au village, nous avons fait un festin avec notre prise. Mis de côté quelques-unes des pièces les plus belles pour notre déjeuner du lendemain, et nous avons fait don du reste aux villageois qui s'étaient rassemblés à distance respectueuse pour nous regarder faire. Ils ont eu l'air extraordinairement reconnaissants, ils ont accumulé sur nos têtes des monceaux de bénédictions irlandaises, du moins avons-nous supposé que c'était bien de cela qu'il s'agissait. Nous avons ainsi passé plusieurs jours à faire des pêches excellentes dont nos magnifiques appétits avaient vite raison. Nous avions plaisir à constater les dispositions amicales des villageois à notre égard, et rien ne semblait indiquer qu'ils vinssent fouiller dans nos affaires en notre absence. Nous étions arrivés à Creighton un mardi. Ce doit être le dimanche suivant que nous avons fait une grande découverte. Jusque-là, nous avions toujours été en remontant le courant. Cette fois, nous avons laissé nos lignes, emporté quelques provisions et nous sommes partis faire une grande randonnée dans l'autre direction. La journée était chaude, nous avons flâné et nous nous sommes arrêtés vers midi pour déjeuner sur un grand rocher plat au bord de la rivière. Ensuite, nous nous sommes assis, nous avons fumé un instant et puis nous sommes repartis, uniquement parce que nous en avions assez de rester immobiles. Nous avons ainsi marché droit devant nous pendant encore une heure. Peut-être nous bavardions tranquillement sur des sujets divers. En plusieurs occasions, nous nous sommes arrêtés pour que mon compagnon, qui était assez artiste, prît des croquis rapides des aspects les plus frappants de cette nature sauvage. Et puis, sans avertissement, la rivière que nous suivions jusque-là avec tant de confiance disparut subitement, s'évanouit dans la terre. Seigneur, subhanallah, m'écriai-je, qui aurait pu imaginer cela? Et je regardais stupéfait, je me tournai vers Tennyson, il contemplait d'un air ahuri l'endroit où disparaissait la rivière. Continuons un peu, dit-il, au bout d'un instant, elle va peut-être réapparaître. De toute façon, ça vaut la peine d'y regarder de plus près. J'étais d'accord, nous avons donc repris notre marche, mais toujours sans but bien précis, car nous n'étions pas du tout sûrs de la direction dans laquelle nous devions poursuivre nos recherches. Nous avons peut-être fait ainsi 1,5 km.
Alors Tennyson, qui n'avait cessé de regarder autour de lui avec curiosité, s'arrêta et s'abrita les yeux de la main. Regardez, dit-il au bout d'un moment, là-bas, sur la droite, c'est de la brume ou quoi? Là-bas à l'extrémité de ce grand rocher. Et il montrait de la main. Je regardai, au bout d'une minute, il me semblait voir quelque chose, sans en être très certain, et je le lui dis. De toute façon, répondit mon ami, nous allons aller jusque-là pour jeter un coup d'œil. Et il partit dans la direction qu'il avait indiquée, moi le suivant. Nous sommes bientôt arrivés parmi des buissons, et au bout d'un certain temps, sur une levée de terre parsemée de gros rochers, de là, nous avions vu sur une étendue sauvage de bocteaux et d'arbres. On dirait que nous venons de découvrir une oasis au sein de ce désert de pierre, murmura Tennyson en regardant avec intérêt. Puis il se tut. En continuant à regarder, moi de même, car d'un certain point situé au centre de ce bas-fond boisé, s'élevait dans l'air tranquille une grande colonne de gouttelettes d'eau fines comme un brouillard sur lesquelles le soleil jouait en produisant d'innombrables arcs-en-ciel. Que c'est beau, m'écriai-je. Oui, répondit Tennyson songeur, il doit y avoir une chute d'eau, ou quelque chose de ce genre, par là-bas. C'est peut-être notre rivière qui revient à l'air libre. Allons voir. Nous avons descendu la pente de cet escarpement, nous sommes passés entre les arbres et à travers les massifs d'arbustes. Les buissons étaient touffus, les arbres surplombaient nos têtes, l'endroit était d'une obscurité peu agréable, mais pas assez sombre cependant pour m'empêcher de voir qu'il y avait là pas mal d'arbres fruitiers et qu'il subsistait par endroits des vestiges à peine discernables de culture, abandonnés depuis longtemps. Il me vint l'idée que nous étions en train de nous frayer un chemin dans le désordre d'un grand jardin très ancien. Je l'ai dit à Tennyson, qui reconnut qu'il y avait beaucoup de raisons de le supposer. Quel endroit sauvage, sombre et désolé. L'abandon, la solitude de ce vieux jardin me faisait frissonner. On aurait pu imaginer que des choses se dissimulaient dans le fouillis de ces buissons. Dans l'atmosphère même de cet endroit semblait flotter quelque chose d'insolite. Tennyson ne disait rien, mais je crois qu'il ressentait la même chose que moi. Nous nous sommes arrêtés soudain. Un bruit lointain s'était amplifié jusqu'à venir frapper nos oreilles. Tennyson se pencha en avant, près à l'oreille. À présent, j'entendais plus distinctement. Ce bruit était continu et rauque, une sorte de bourdonnement, de grondement, qui paraissait venir de très loin. J'éprouvais une impression curieuse, indescriptible, d'énervement. Dans quel genre d'endroit étions-nous tombés? Je regardais mon compagnon pour voir ce qu'il en pensait. Sa figure se traduisait que l'étonnement. Mais comme je continuais à le regarder, il eut soudain l'expression de quelqu'un qui vous comprend, et il hocha la tête. C'est une cascade, expliqua-t-il, très convaincu. Je reconnais le bruit à présent. Et il se mit à se frayer énergiquement un chemin à travers les buissons en direction du bruit. Celui-ci, tandis que nous nous avancions, devenait de plus en plus net, ce qui nous prouvait que nous allions dessus. Le grondement augmentait régulièrement en force et en netteté, jusqu'au moment où il eut l'air de sortir presque dessous nos pieds. Et pourtant, comme le fit remarquer Tennyson, nous étions toujours entourés d'arbres et d'arbustes. Attention, s'écria Tennyson, regardez où vous marchez. Soudain, nous avons émergé des arbres pour arriver dans un vaste espace découvert. À 6 pas devant nous s'ouvrait un gouffre extraordinaire. C'était de ces profondeurs que le bruit paraissait sortir, de même que cette projection continuelle de gouttelettes d'eau ressemblant à du brouillard que nous avions vu du haut de cette levée de terre. Nous sommes restés là pendant une minute, sans rien dire, regardant stupéfaits. Alors mon ami s'avança prudemment jusqu'au bord du gouffre. Je le suivis. Nous nous sommes tous les deux penchés pour regarder à travers un bouillonnement de gouttelettes d'eau, une cataracte géante d'eau écumante qui jaillissait en crachant de toutes parts, du flanc de ce gouffre à près de 100 pieds plus bas. Seigneur, s'écria Tennyson, je restai silencieux. J'étais assez impressionné et vaguement terrifié. Ce spectacle inattendu était tellement grandiose et étrange, ce deuxième aspect ne m'apparut qu'ensuite. Je regardai de l'autre côté de cette faille, il y avait là quelque chose qui se trouvait plus haut que la gerbe de gouttelettes d'eau.
on aurait dit un fragment d'une vaste ruine. Je fleurai l'épaule de Tennyson. Il regardait autour de lui en sursautant et je lui désignai cette chose. Son regard suivit mon doigt et ses yeux se mirent à luire de surexcitation quand l'objet arriva dans son champ de vision. Venez, cria-t-il, pour surmonter le vacarme, nous allons y jeter un coup d'œil. Il y a quelque chose de bizarre dans cet endroit, je le sens. Il partit, contourna le gouffre. En m'approchant, je vis que ma première impression ne m'avait pas trompé. C'était sans aucun doute une partie d'un édifice en ruine. Mais à présent, je m'apercevais qu'il n'était pas construit sur le bord du gouffre, comme je l'avais supposé tout d'abord. Il était perché sur l'extrémité d'un énorme éperon rocheux qui surplombait le gouffre de 15 à 20 mètres. En réalité, cette masse déchiquetée de ruines était littéralement suspendue dans les airs. En arrivant de l'autre côté, nous avons été sur ce promontoire rocheux et je confesse que j'ai éprouvé une sensation intolérable de terreur en regardant ces profondeurs inconnues du haut de ce perchoir situé à une hauteur vertigineuse. Ces profondeurs d'où montait continuellement le bruit de tonnerre de la chute et d'où sortait ce brouillard de gouttes d'eau. En arrivant à la ruine, nous l'avons contournée avec précaution et, arrivés de l'autre côté, nous sommes tombés sur un monceau de pierres disjointes et de moellons éboulés. En examinant la ruine plus minutieusement, elle me parut faire partie du mur d'enceinte de quelque construction prodigieuse. Tellement son assemblage était massif et solide. Que faisait-elle là? Cependant, je n'ai aucun moyen de l'imaginer. Où se trouvait le reste de la maison ou du château, pour autant qu'il y ait eu une maison ou un château? J'ai retourné à l'extérieur du mur, et de là, au bord de la faille, en laissant Tennyson fouiller méthodiquement ces amas de pierrailles, je commençai à examiner la surface du sol à proximité du bord du gouffre, pour voir si je ne trouvais pas d'autres restes du bâtiment auquel avait appartenu ce fragment de ruine. Mais j'eus beau examiner la terre avec le plus grand soin, je ne découvris aucune trace pouvant indiquer qu'un bâtiment avait jamais existé en cet endroit, et je devins de plus en plus perplexe. J'entendis alors un cri poussé par Tennyson. Il m'appelait, très énervé, et j'accourus jusqu'à la ruine. Je me demandais s'il ne s'était pas blessé, et puis l'idée me vint qu'il avait peut-être trouvé quelque chose. J'arrivai au mur écroulé, et je grimpai pour arriver jusqu'à 100 pieds. Je trouvai là Tennyson devant une petite excavation qu'il avait faite dans les débris. Il secouait la poussière de quelque chose qui avait l'air d'un livre. Tout ratatiné et déchiré. Il ouvrait la bouche toutes les 2 secondes pour prononcer mon nom. Dès qu'il me vit là, il me tendit son butin en me disant de le ranger dans ma sacoche. Pour le protéger de l'humidité, pendant qu'il poursuivait ses explorations, je fis comme il le demandait, non sans feuilleter les pages qui étaient couvertes d'une écriture nette et de notre époque, parfaitement lisible, à l'exception d'une partie où de nombreuses pages étaient presque complètement détruites, froissées et couvertes de boue, comme si le livre avait été plié en cet endroit. C'était d'ailleurs ainsi que Tennyson l'avait trouvé, d'après ce qu'il me dit, et les dégâts résultaient probablement de la chute de maçonnerie sur les pages ouvertes. Ce qu'il y avait d'assez curieux, c'était que le livre était parfaitement sec, ce que j'attribuais au fait qu'il avait été enfoui dans les ruines, en toute sécurité. Après avoir ainsi mis le volume en lieu sûr, je me mis à donner à Tennyson un coup de main dans le travail de terrassement qu'il s'était imposé. Cependant, en 1 heure et même davantage de travail supplémentaire, en retournant toutes ces pierres et ces détritus entassés, nous n'avons rien trouvé d'autre que des débris de bois qui auraient pu faire partie d'un bureau ou d'une table, si bien que nous avons abandonné la suite de nos recherches et qu'en suivant le rocher, nous avons été retrouver un terrain solide. Ensuite, nous avons fait un tour complet de cet extraordinaire gouffre qui, comme nous pûmes le remarquer, affectait la forme d'un cercle presque parfait, dont la symétrie n'était rompue que par cet éperon rocheux que couronnait la ruine. Le gouffre, d'après Tennyson, ressemblait surtout à un puits gigantesque qui s'enfonçait directement dans les entrailles de la terre. Nous avons continué à regarder autour de nous pendant encore quelque temps, puis remarquant qu'il y avait un espace libre,
au nord du gouffre, nous avons dirigé nos pas dans ce côté-là. À une centaine de mètres de l'ouverture de cet énorme puits, nous arrivâmes sur un grand lac silencieux. Silencieux en effet, sauf sur un point où l'eau bouillonnait sans cesse. À présent que nous étions sortis du vacarme, à la cascade, nous nous entendions parler sans avoir à hurler. Je demandai donc à Tennyson ce qu'il pensait de cet endroit. Je lui dis que, pour ma part, je ne l'aimais pas, et que plus vite nous en partirions, plus je serais satisfait. Il acquiesça. Jetant un regard furtif au bois au-dessous de nous, je lui demandai s'il avait vu ou entendu quelque chose. Il ne répondit pas, mais fit comme s'il tendait l'oreille. Je me tus moi aussi. Soudain il se mit à parler. Écoutez, dit-il d'une voix tranchante. Je le regardai d'abord, puis plus loin parmi les arbres et les buissons, retenant involontairement ma respiration. Une minute se passa dans un silence pénible. Je n'entendais rien, pourtant, et je me tournai vers Tennyson pour le lui dire, mais au moment où j'ouvrais la bouche, sur notre gauche, une plainte étrange sortit du bois. Elle semblait flotter parmi les arbres. Il y eut ensuite un bruissement de feuilles, puis le silence. Tout de suite, Tennyson se mit à parler. Il posa la main sur mon épaule. Allons-nous-en d'ici, dit-il, et il partit lentement dans la direction où les arbres et les buissons environnants semblaient moins épais. En le suivant, je m'aperçus soudain que le soleil était bas sur l'horizon et qu'il y avait dans l'air quelque chose de glacial et d'aigre. Tennyson n'ajouta rien, mais continua à marcher régulièrement. Nous étions à présent parmi les arbres. Je regardais autour de nous. J'étais nerveux, mais je ne voyais rien, à part les branches immobiles, les troncs et les buissons touffus. Nous allions toujours de l'avant. Aucun bruit ne venait rompre le silence, à part de temps à autre. Le craquement d'une branche morte sous nos pieds, en dépit de ce calme, j'avais ce sentiment horrible que nous n'étions pas seuls. Je me tenais si près de Tennyson qu'à deux reprises, je lui marchai maladroitement sur les talons. Mais il ne dit rien. Une minute, puis une autre, et nous arrivions à la lisière du bois. Puis finalement, sur les rochers dénudés qui caractérisent la région, je pus seulement alors secouer la terreur hallucinante qui ne m'avait pas quitté tant que nous étions dans les arbres. Tandis que nous nous éloignions, il me sembla une fois entendre au loin un gémissement, et je me dis que c'était le vent, mais pourtant il n'y en avait pas un souffle. La soirée était calme. Écoutez, dit-il très nettement, je ne passerai pas la nuit dans cet endroit pour tout l'or du monde. Il y a là quelque chose d'affreux et de diabolique. Cela m'est venu tout d'un coup, après que vous avez parlé. J'ai eu l'impression que les bois étaient pleins de choses atroces. Vous comprenez? Oui, répondis-je, en me retournant pour voir encore une fois l'endroit en question. Mais il était caché par un pli de terrain. Il y a là le livre, dis-je en mettant la main dans ma sacoche. Vous l'avez bien mis de côté, demanda-t-il dans un moment d'inquiétude. Oui, répondis-je. Peut-être, continua-t-il, lorsque nous aurons regagné notre tente, en apprendrons-nous quelque chose. Nous ferions bien de nous hâter d'ailleurs. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Et je ne me ressens guère d'être surpris ici par l'obscurité. Nous arrivâmes à notre tente 2 heures plus tard. Nous nous sommes mis, sans tarder, à la préparation de notre repas, car nous n'avions rien mangé depuis midi. Le souper terminé, nous avons débarrassé et allumé nos pipes. Tennyson me demanda alors de sortir le manuscrit de ma sacoche, ce que je fis. Il suggéra que j'en fasse la lecture à haute voix pour nous permettre d'en prendre connaissance, tous les deux en même temps. Et puis faites attention, me recommanda-t-il, connaissant mes tendances, n'allez pas en sauter la moitié. S'il avait su ce que contenait ce livre, il aurait compris à quel point cette recommandation était superflue, du moins pour le moment. Et ainsi, tandis que nous étions installés devant l'ouverture de notre petite tente, je commençais la lecture de l'étrange histoire de la maison au bord du monde, car tel était le titre du manuscrit qu'on lira dans les pages qui suivent.